Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue aux fellows de l'Institut, à nos invités qui viennent de Nantes ou d'ailleurs et qui sont en présence ce soir. Bienvenue à toutes ceux et celles qui nous écoutent en ligne, puisque c'est possible aujourd'hui, et que plusieurs m'ont informé de ce que c'était la manière dont elles avaient choisi de suivre cette rencontre. Ce jeudi de la bibliothèque Julien Gracq, qui est un cycle de rencontres que nous organisons Institut d'études avancées de Nantes et Maison des sciences de l'homme Ange Guépin. Et ce soir, nous avons vraiment le grand plaisir d'accueillir Jean-Pierre Lecrom et Marc Boninki pour la présentation d'un ouvrage, La chicotte et le pécule, les travailleurs à l'épreuve du droit social colonial français, 19e, 20e siècle. C'est un ouvrage qui a été achevé en 2017, d'après ce que j'entends, mais qui est paru en 2021 et dont, malheureusement, compte tenu des circonstances, on n'a pas pu faire la promotion qu'il mérite. Et je pèse le choix des mots parce que c'est, à mon sens, un des ouvrages les plus intéressants qu'il m'ait été donné de lire en histoire du droit social. C'est un ouvrage coordonné qui réunit une série d'auteurs. Nous avons la chance d'en avoir une parmi nous ce soir, outre ces deux coordinateurs, et qui est à la fois extrêmement riche pour sa valeur informative, parce que pour la première fois, on découvre ce que fut le droit social français, sous les colonies, mais aussi très riche par les questions fondamentales conceptuel qu'il pose sur le droit social et sur le modèle économique qui prévalait à cette période et la manière dont il a pu exister en organisant l'exploitation du travail humain. Voilà, c'est une forme d'exploitation du travail humain. Alors, je vais présenter en deux mots nos invités. Jean-Pierre Lecrom. Bonjour Jean-Pierre. Donc, tu as été animateur du Centre d'histoire de Nantes, du travail de Nantes. Tu es chargé de recherche au CNRS. Directeur de recherche. Je me suis basée sur la notice Wikipédia qui n'est pas à jour. Tu as été président même de la section 36 au CNRS, en effet, oui, de 2016 à 2019. Et tu as développé une bonne partie de tes recherches ici à la MSH de Nantes. J'ai oublié de préciser que ce sont deux historiens du droit qui partagent le fait qu'ils se sont d'abord intéressés à la période de Vichy pour ensuite glisser lentement mais sûrement vers la période coloniale, en fait. Donc c'est le cas de Jean-Pierre, c'est aussi le cas de Marc Boninki, qui est l'auteur d'une thèse exceptionnelle, selon son rapporteur, qui a précisé, en me parlant de vous, qu'elle avait été acceptée au PUF avant même sa soutenance, ce qui est évidemment très rare. Et donc, outre vos intérêts pour l'histoire du droit, vous avez aussi une carrière engagée. Vous avez notamment été vice-président de Lyon 3. Voilà. Alors peut-être pour commencer, je vais vous demander de me dire quelques mots, Jean-Pierre, de la genèse de ce projet, qui est un projet, on se connaît depuis longtemps, et ça fait très longtemps que je me souviens qu'on a évoqué ensemble, tu me disais, tiens, ça m'intéresserait de travailler là-dessus. Et voilà, comment en est-on arrivé à cette publication? Et peut-être nous dire un mot aussi sur son titre, qui n'est pas tout de suite compréhensible pour tout le monde. Donc, voilà. Moi, comme tu le rappelles, Pascal, j'ai fait une thèse sur l'histoire du droit du travail, du droit des relations collectives du travail, sous le régime de Vichy, à une période où l'histoire du droit du travail était naissant, on va dire. Et donc j'ai soutenu ma thèse assez tardivement, en 92. Et à partir des années 80, mais des années 90, l'histoire du droit du travail s'est très largement développée, avec des gens d'origine disciplinaire très variée. Il y avait des historiens du droit, mais aussi des historiens, des sociologues, des politistes, et à peu près au milieu des années 2000,
j'ai fait le constat que beaucoup avait été fait, mais qu'on tournait un peu en rond, je trouvais. Il y avait eu un colloque sur le centenaire du ministère du Travail qui en France a été créé en 1906. Et donc là, on s'était tous retrouvés. Il y a eu beaucoup de travaux, d'articles, de bouquins, etc., qui ont été faits. Et puis là, je me suis dit, mais bon, d'accord, mais maintenant, est-ce qu'on continue à faire de l'histoire du droit du travail ou... Et alors, il y a des gens qui nous ont quittés, d'autres qui ont suivi de nouvelles voies. Et moi, j'ai essayé de réfléchir. Et il y a deux voies que j'ai voulu emprunter. Celle du droit du travail dans le secteur public, que j'ai d'ailleurs pas fait moi-même, à part un ou deux papiers, et il y a une thèse qui a été soutenue. Il nous écoute d'ailleurs Quentin Lohou, une très bonne thèse qui a été soutenue il y a 2 ans sur les agents non titulaires de la fonction publique d'État. Leur histoire, leur statut, etc. Et l'autre aspect, c'était justement les colonies. Alors pourquoi les colonies ? Parce que il y avait eu des discussions. Je fais partie du comité d'histoire du ministère du Travail. Et la présidence de ce comité a été occupée par un monsieur, Cheikh Cuti s'appelait, qui avait été contrôleur du travail. Je ne sais pas si c'est en Maroc ou en Tunisie. Je crois que c'est en Tunisie ou en Algérie. Et son successeur avait eu, lui, des fonctions aux Antilles. Enfin, en tout cas, il avait eu des missions aux Antilles. Donc, on en avait parlé, puis je me suis dit, mais il existait un droit du travail dans les colonies. Et donc, j'ai commencé à fouiller, et je me suis dit, là, il y a de quoi faire, une vraie étude. Donc, j'ai réuni une équipe. Au départ, on était plus nombreux qu'à l'arrivée. Et donc, voilà, on s'est réparti les territoires. Marc en dira peut-être un mot. Puis bon, voilà, c'était parti comme ça. J'ai obtenu quelques soutiens. Bon, peu importe, la MSH en premier, évidemment, parce que c'est elle qui a géré le contrat, mais aussi la mission Droit et Justice, qui finance pas mal de recherches sur le droit en France. Ça, c'est pour la première question. Pour la chicotte et le pécule, moi, j'aime bien trouver des titres un peu... transgressif, enfin je sais pas comment dire, c'est pas le mot transgressif. Ma thèse, quand je l'ai publiée, j'avais appelé ça Syndicat nous voilà. Donc ça faisait référence évidemment à la chanson de Maréchal Pétain, Maréchal nous voilà, etc. Il y a un autre bouquin que j'ai appelé, je sais plus. Enfin j'aime bien les titres comme ça, un peu qui posent question. Voilà, qui attire l'attention, mais il y a quand même un sous-titre qui est quand même assez clair, je crois. Oui, et alors, chicotte et pécule, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je voulais, c'est d'ailleurs dit au tout début de l'introduction, j'explique le pourquoi du comment. Le chicotte, c'est le côté répressif du droit du travail, et pécule, c'est plutôt l'aspect préventif. Parce que le chicotte, c'était une sorte de fouet en fait avec des lanières en cuir qu'on portait sur le dos des gens qui voulaient pas travailler en gros, et pécule c'était c'est ça le sens ordinaire, c'est-à-dire on prend une partie du salaire qu'on met de côté pour prévoir un peu l'avenir en cas de maladie, en cas de vieillesse, etc. Donc voilà, c'est ça l'idée de ce titre. Oui. Alors, on me dit que tu dois parler plus près du micro encore. Ok, merci beaucoup. Alors, il est intéressant ce livre parce que, enfin, il y a plein d'égards comme je l'ai dit, mais une des choses qui m'a beaucoup plu, c'est que oui, certes, il est réparti en territoires, mais on voit aussi que selon les territoires envisagés, émergent des questionnements différents, parfois, dont on réalise après qu'ils peuvent concerner d'autres territoires aussi, mais chaque territoire est une illustration un peu particulière d'un questionnement, d'un concept. Et évidemment, la question qui parfois est abordée de manière frontale et parfois est en filigrane de tout le livre est la question certainement du travail forcé. Donc, on parle de l'époque coloniale. Le livre montre très bien que ce droit du travail est éminemment évolutif. L'époque coloniale, il y a plusieurs périodes dans cette époque, et la première de ces périodes, elle se situe vraiment à la frontière. C'est la transition avec l'esclavage. On change de régime là où il y avait
de l'esclavage à certains endroits, eh bien, on part dans un régime de droit du travail. Et plus ou moins en 1919, il y a l'OIT qui est créée. L'OIT est fondée sur un des fondamentaux absolus de l'OIT, est l'interdiction du travail forcé. Et donc, on imagine de l'esclavage. Pour autant, on se rend bien compte que sur le terrain, ça va pas du jour au lendemain changer les pratiques, qu'il y a une réalité du travail, que même quand les habits du droit se modifient, bien le fait même du travail et des conditions dans lesquelles il s'exerce ne change pas radicalement, d'une part, et puis le régime économique lui-même, ben, il change pas non plus d'un jour à l'autre. Hop, aujourd'hui on arrête le travail forcé et c'est le paradis du droit du travail. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et donc je voudrais que vous nous en disiez un petit peu plus, à la fois sur la réalité du travail lui-même et de la manière dont elle évolue, mais aussi sur la manière dont le droit lui-même va construire progressivement cette notion de travail forcé. J'ai été surprise, par exemple, de réaliser, je ne le savais pas, je l'ai découvert à la lecture de l'ouvrage, que d'une part, le droit du travail lui-même qu'on met en place n'est pas toujours suffisamment protecteur pour qu'on puisse réellement considérer qu'on sort du travail forcé, et que d'autre part, le travail forcé subsiste dans une série de circonstances bien précises. Alors voilà, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? D'abord, oui, j'ai d'autres questions autour de cela, mais on peut peut-être commencer par celle-là. D'accord. Donc sur le travail forcé, je dois dire d'abord que c'est un sujet qui est relativement bien connu quand même, parce qu'il y a des gens, dont certains qui ont été fellow ici, Babacar Fall par exemple, il a écrit un ouvrage précisément sur le travail forcé. Sur le même sujet, il y a un jeune chercheur CNRS qui vient d'être recruté il y a pas longtemps, Romain Tiquet, qui a écrit aussi dans la même collection que nous, la collection Histoire au pur, des choses sur le travail forcé, mais c'est limité au Sénégal, dans les deux cas. Donc nous, on a essayé de voir les choses de manière un peu plus large. Alors, comme tu le disais, le travail forcé est une bonne manière de séparer le temps, parce que moi, je distingue généralement 3 périodes qui sont séparées par les guerres. Donc la première période va de 1848 jusqu'en 1919. Alors en 1848, enfin, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais au départ, on s'intéresse surtout aux vieilles colonies, c'est-à-dire aux Antilles, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion. Et puis petit à petit, à partir du début du XXe siècle, fin du XIXe, début du XXe, on s'intéresse aux colonies conquises plus récemment en Afrique et en Asie principalement. Donc, il y a 2 dates qui marquent l'histoire. C'est, comme tu l'as rappelé, 1919, parce que c'est la création aussi de l'OIT, de la SDN aussi, qui joue un petit rôle, et de l'OIT. Et puis ensuite, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec toute une série de textes sur la reconnaissance du droit syndical, la création d'une véritable inspection du travail, même si ça se passe pas forcément comme il le souhaiterait, et puis la suppression du travail forcé. Il y a une loi pour ça. Et donc le travail forcé, l'OIT s'attache à, sinon supprimer, du moins réduire de manière très forte le travail forcé dans les colonies d'exploitation, puisque c'est là qu'on les trouve le plus. Et donc il y a une convention qui est passée en 1930, que la France ne signe pas. La France refuse de signer la Convention sur le travail forcé parce qu'elle n'est pas d'accord sur 2-3 points. Par exemple, ce qu'on appelle les prestations. Les prestations, c'est on forçait donc les gens à aller entretenir les routes, les chemins vicinaux, etc. Et la France disait, mais c'est pas du travail forcé. C'est comme chez vous en métropole, c'est comme l'impôt vicinal. Et c'est d'ailleurs aussi dans les coutumes africaines que de demander aux gens de participer à... Bon. Et puis, il y avait aussi la deuxième portion du contingent militaire, enfin, etc. Donc, elle n'était pas d'accord.
elle publie, elle produit son propre texte la même année. Et il faut attendre 1937, c'est-à-dire le Front populaire, Léon Blum, pour qu'elle adhère à la Convention. Mais elle met des réserves parce que c'est possible. Et donc, les choses ne changent pas et même s'aggravent. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a, au moment de la conférence de Brazzaville, qui a lieu au début, fin janvier, début février 1944, cette conférence, qui donc réunit les gaullistes et les gouverneurs ralliés à De Gaulle, etc., il y a des rapports qui précèdent la conférence, notamment 2 rapports. L'un de Raphaël Saler, qui est le gouverneur de la Côte des Somalies. La Côte des Somalies, aujourd'hui, vous savez où c'est ? Djibouti. Et l'autre, il s'appelle Latrille, André Latrille, c'est le gouverneur de la Côte d'Ivoire. Les deux, la description qu'ils font du travail forcé, enfin le travail devient pratiquement que forcé, quoi. Enfin, j'exagère peut-être un tout petit peu, mais c'est terrible. Enfin, Latrille, qui est pourtant le gouverneur de la Côte d'Ivoire, il parle des nazis, c'est-à-dire il dit on agit comme Hitler le fait avec les populations en Pologne. Il dit ça. Donc c'est un vrai énorme sujet parce que ça vaut partout, ça vaut en AEF, ça vaut en Indochine, ça vaut en AEF, ça vaut à Madagascar, peut-être pas en Inde française que tu connais particulièrement bien, mais enfin pratiquement partout. Et donc il faut attendre un texte de juste la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à la suite donc de la conférence de Brazzaville, pour que un texte supprime le travail forcé. Mais là se pose la question des sanctions. Et en fait, il n'est pas prévu de sanctions, et ça ne sera que avec la promulgation du Code du travail des territoires d'outre-mer en 1952 que qu'il y aura des sanctions qui seront attachées au travail forcé. Et de fait, il est resté un peu 2 choses quand même pour finir ce point. La décision de supprimer le travail forcé a été accueillie de manière très très virulente par le patronat colonial, notamment en Côte d'Ivoire. Et il y a des textes qu'on trouve parce qu'ils avaient une organisation, le patronat, ça s'appelait l'Union coloniale française. Et il y a un très très beau fonds aux archives d'outre-mer à Aix-en-Provence, où j'ai passé, moi, enfin Marc aussi, enfin on a tous, pas tous, mais une bonne partie d'entre nous avons passé du temps là-bas. Il y a un très beau fonds de l'Union coloniale française où on peut tout à fait analyser les réactions du patronat et pas seulement à cette période-là. Et donc dernier point, ça quand même. Ça s'est pas arrêté du jour au lendemain, et Romain Tiquet, que j'ai cité au début de ma réponse, le dit très bien. Il est resté quelques traces, notamment à travers une catégorie de gens qui étaient embauchés un peu de manière forcée, qu'on appelait les pionniers au Sénégal. Merci. Ça me conduit à compléter un petit peu ce que vient de dire Jean-Pierre en vous demandant, mais dans le fond, si on examine le panorama des forces en présence, qu'est-ce qui a permis progressivement, alors qu'il y avait tout de même comme le disait Jean-Pierre, un patronat extrêmement résistant à l'amélioration du droit du travail, qu'est-ce qui a permis que les jeux des forces en présence progressivement aillent vers un droit du travail plus protecteur à l'égard des travailleurs? Quels sont les facteurs et les forces de progrès? Le premier truc à comprendre, c'est que ce droit colonial, ce droit social colonial est un droit très particulier parce que c'est un droit profondément bureaucratique. On n'a pas sauf pendant la période qui va de 50 à 52 où le Parlement se saisit vraiment de cette question et on en discute. Alors on en discute discrètement, je crois qu'on en discute surtout le samedi, mais on discute à la Chambre de ces questions-là et les textes sont votés par le Parlement. Pour le reste, on est en présence d'un droit qui est officiellement adopté par le pouvoir exécutif et en vérité élaboré en collaboration, on va dire, par les bureaux du ministère des colonies, de la rue Oudinot, et en grande partie avec l'administration locale. Et donc on a un droit dont
dont la genèse est déjà extrêmement particulière. C'est pas un droit comme un autre, c'est un droit technocratique, comme on peut avoir un droit technocratique sous Vichy, par exemple, pour une autre période qu'on connaît bien, où là on a tout simplement pas de parlement. Donc du coup, les forces en présence et la manière dont les choses se passent sont pas du tout les mêmes que pendant une période ordinaire ou sur une thématique dans laquelle le Parlement joue un rôle fondamental. Ce qui est assez étonnant quand on s'intéresse à la genèse, c'est qu'il y a presque que des forces de résistance. Il y a très peu de forces motrices et qui poussent en faveur du progrès. On a l'OIT, vous en avez déjà parlé, qui à sa manière, et en certaine manière peut-être pas discrètement, mais progressivement et aussi avec une certaine forme l'OIT qui est quand même une organisation tripartite, c'est pas non plus le fer de lance de l'action syndicale. Quoi, Donc pour ceux qui connaissent pas bien l'OIT, elle est entièrement gouvernée de manière tripartite par les employeurs, des représentants des travailleurs, des employeurs et des gouvernements. Donc voilà. Donc l'OIT pousse en faveur effectivement d'une amélioration des règles de protection, mais elle pousse de manière un peu poussive et quand même assez progressive. Dans les forces qui militent en faveur du progrès, il y a évidemment les mouvements syndicaux, alors qu'ils soient clandestins ou reconnus. Et il y a des mobilisations et des luttes sociales, et on voit bien que quand il y a des événements, une forte mobilisation, des grèves violentes, un certain nombre d'incidents, ça peut jouer et favoriser par exemple une accélération du processus. C'est extrêmement clair par exemple en Inde française où le principal texte, ce qu'on appellera le code du travail de l'Inde française, qui est un simple décret d'avril 1937, si mes souvenirs sont bons, du 6 avril 37. Ce décret, au fond, le gouvernement du Front populaire avait déjà demandé aux gouverneurs de l'ensemble des colonies de travailler sur des projets de transposition des lois nationales. Mais ce qui se passe à Pondichéry au mois de juillet 37, avec un certain nombre de grèves violentes, avec des fusillades, avec un certain nombre de morts, va faire que le processus va être à la fois accéléré et que les réformes qui sont adoptées, les mesures qui sont prises, sont plus importantes que ce qui était prévu initialement. On trouve dans les archives des différents projets, plusieurs versions successives du projet, et on voit bien qu'entre ce qui est préparé avant le mouvement social, si on peut dire, et ce qui est préparé après, il y a une accélération et une radicalisation. Donc dans les forces qui sont au fond des forces de progrès, on a essentiellement ces deux forces-là, l'OIT et les forces syndicales. Le problème, c'est que de l'autre côté, on a énormément de forces de résistance. Ça me conduit, on a la chance d'avoir parmi nous Dominique Blon-Colombo, et qui est l'autrice du chapitre sur le Maroc. Bienvenue parmi nous. Justement, comme le fait syndical et la question de la construction du droit syndical est assez présente dans votre chapitre, est-ce que peut-être vous pourriez nous dire quelques mots sur la manière dont les syndicats ont essayé de combattre pour l'amélioration du droit du travail au Maroc, et peut-être aussi comment les syndicats en France ont soutenu leurs collègues ou pas, finalement, de l'autre côté de la Méditerranée. Ok. Alors oui, j'ai écrit dans ce chapitre, dans ce livre, un chapitre sur le droit syndical au Maroc. Alors avant de dire quel a été le poids des syndicats, il y a quelques dates à retenir pour montrer l'évolution de ce droit sur plus de 20 ans, parce qu'il y a eu des débats pendant près de 20 ans, et ce droit n'a été accordé aux Marocains. Il avait été accordé aux Européens auparavant. Il n'a été accordé aux Marocains qu'en 1955, alors que aux Européens, il a été accordé en 36. Alors, donc, sur le droit syndical, en 36, il est accordé aux Européens, et seulement aux Européens. Malgré tout, les Marocains adhèrent à ces syndicats. L'administration tolère ces adhésions. Puis, 2 ans plus tard, en 1938, un nouveau daïr
qui interdit formellement aux Marocains d'adhérer au syndicat. C'est écrit. Et le grand vizir, un ministre du sultan, demande aux autorités chérifiennes de dénoncer les Marocains qui adhèrent au syndicat malgré l'interdiction. Donc 36, 38, et en fait de longs débats, on accorde pas, on accorde aux Européens mais pas aux Marocains, on accorde aux industries un peu modernes, et là du coup il y a Européens et Marocains, ou alors on accorde encore qu'aux Européens. Ça dure longtemps pour se terminer, mais poussé par le mouvement nationaliste, par les syndicats bien sûr, mais aussi par le mouvement syndicaliste, les Marocains obtiennent enfin le droit syndical, mais 6 mois avant l'indépendance du Maroc. Alors sur le poids des syndicats, au tout début, le syndicat CGT est affilié au syndicat CGT français métropolitain. Il n'a pas beaucoup d'autonomie. Il est évidemment dirigé et administré par des Français, que des Français. Les Européens ne sont pas admis. Ces syndicats essaient, malgré l'interdiction, de faire adhérer les Marocains. Alors, ils ont une carte du syndicat, mais pas nominative, pour qu'ils ne soient pas reconnus, poursuivis. Parce que dans les entreprises, certains patrons licencient les ouvriers marocains qui ont adhéré au syndicat. Voilà, sur les syndicats. Autrement, oui, le mouvement nationaliste donc a évidemment favorisé la reconnaissance du droit syndical. Les autorités résidentielles ont pris peur de ce mouvement qui prenait de l'importance, et il valait mieux accorder un droit syndical aux Marocains plutôt que de laisser grossir ce mouvement nationaliste alimenté par le refus des autorités d'accorder ce droit syndical aux Marocains. Ça a été cette non-reconnaissance a poussé beaucoup de Marocains à non pas aller vers les syndicats en fraude à la loi, mais ça a poussé les Marocains à aller vers le mouvement nationaliste. Voilà. Moi aussi, je veux bien rajouter quelque chose. Vas-y, premier. Je vous en prie. Merci. Moi, je voulais rajouter quelque chose à ce que j'ai dit tout à l'heure sur les forces motrices qui font finalement que les choses avancent dans le bon sens et qu'il y a des règles protectrices qui sont adoptées. Moi, ce qui m'a surpris quand j'ai commencé à travailler sur en fait, dans le bouquin, moi, j'ai surtout travaillé sur la genèse des règles. Et c'est que c'est un droit bureaucratique, mais il ressemblait pas au droit que je connaissais, qui était celui de Vichy, pour une raison. Même si la nature de ce droit fait que c'est un droit qui est décrétal, c'est un droit qui est réglementaire, et donc il n'y a pas de vote au Parlement, malgré tout, il y a des pressions parlementaires qui font que ce qui se passe dans les bureaux est quand même influencé par ce que disent certains députés à la Chambre, et notamment des députés qui eux-mêmes représentent des territoires ultramarins, et il est important en termes de méthodologie sur ce sujet-là, en parallèle de ce que vous regardez quand vous ouvrez les tiroirs de l'administration pour voir qui a écrit quoi, qui a fait telle ou telle rature, de voir en même temps ce qui se dit à la Chambre, et on voit bien qu'il y a des prises de parole, des interpellations du gouvernement qui marchent ou qui marchent pas. Je vous prends un exemple de tentative d'intervention parlementaire qui a eu pas mal d'écho
à la Chambre, mais qui en même temps n'a pas abouti à ce que les personnes voulaient. Début du siècle, je crois que c'est en 1907 ou en 1909, on a un député du Sénégal qui à plusieurs reprises interpelle le gouvernement en disant c'est bien dommage que le droit du travail colonial soit rédigé par le ministère des colonies, ça serait plus logique qu'il soit rédigé par le ministère du Travail. Et sa demande va jamais aboutir, elle va être posée par ce député-là, d'autres députés quelques années plus tard. Et il y avait un enjeu qui était tout à fait considérable, parce que quand vous regardez les échanges de courriers entre le ministère des colonies et le ministère du Travail, il est évident que le ministère du Travail est beaucoup plus protecteur dans les prises de position sur des questions concrètes que ne l'est le ministère des colonies. Le ministère des colonies, on a quand même l'impression, par moments, qu'il défend surtout les intérêts économiques. Alors que le ministère du Travail voit l'idée d'une extension des règles métropolitaines aux colonies d'un meilleur œil. Et donc ça n'a pas marché. Mais il y a une pression qui a été exercée sur un certain nombre de sujets. On a quand même ces interventions des députés qui sont allés dans le bon sens. C'est tout à fait intéressant parce on l'a évoqué quand l'Organisation internationale du travail considère de manière très explicite depuis 1989 que 4 des droits fondamentaux qu'elle reconnaît sont plus fondamentaux que tous les autres. Il s'agit de l'interdiction du travail forcé, on en a parlé. Il s'agit de la liberté syndicale, on en a parlé, et puis il y a tout l'enjeu de la non-discrimination et de l'interdiction du travail des enfants et qui nous envoie au champ d'application personnel de ce droit des colonies. La question étant, est-ce que tout le monde est logé à la même enseigne? Alors vous avez partiellement évoqué c'est un droit bureaucratique, ce qui en soi est déjà choquant pour les juristes du droit du travail, parce que le droit du travail, dans l'idée qu'on s'en fait, dans cette partie du monde en tout cas, en France, c'est un droit aussi qui est un droit construit par la concertation sociale, qui est un droit négocié, qui n'est pas un droit bureaucratique, qu'il soit des colonies ou qu'il soit du ministère du Travail, il ne devrait être que négocié, ou surtout, ou principalement négocié plutôt. Donc, d'autre part, vous nous dites, il y avait un enjeu entre les deux ministères, soit d'étendre le droit métropolitain, soit d'avoir un droit sur mesure pour chaque colonie, et on découvre avec un peu d'étonnement que dans un pays aussi jacobin, centralisé que la France, on a finalement à peu près autant de droits du travail de colonies que de territoires concernés. Et puis, on découvre encore, et ça va plus loin encore, que quelque part, sur un même territoire, eh bien, selon son propre statut, on n'est pas soumis nécessairement au même droit du travail. Moi, j'ai découvert ça avec beaucoup d'étonnement. Donc, il y a une forme et là, on est sur l'interdiction de discrimination, troisième principe fondamental de l'OIT. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus sur qui est soumis à quoi sur un territoire colonial? Oui, merci pour la question qui est complexe parce que, enfin, la réponse est complexe parce que les colonies, là, on a surtout parlé des colonies dites d'exploitation, celles qui sont dirigées par le ministère des colonies, mais le Maroc, c'est un protectorat. La Tunisie, c'est un protectorat. Les archives sont d'ailleurs pas au même endroit. La Tunisie et le Maroc, les archives sont ici, à Nantes, aux archives diplomatiques, enfin une partie des archives. Mais on a aussi les mandats. Par exemple, la France, après la Première Guerre mondiale, s'est vu accorder par la SDN le mandat en Syrie et au Liban, sur lequel il y a d'ailleurs un chapitre, mais aussi au Cameroun et au Togo. Donc il y a déjà cette première diversité-là, et sans parler de l'Algérie, évidemment, qui est encore un cas particulier, puisque l'Algérie était des départements français. Donc il y a cette première diversité. Après, dans chaque territoire, il y a des différences entre ce qu'on appelait les indigènes et les Européens. Les Européens n'ont pas de règles particulières, sauf dans 2 territoires, et assez tardivement, en Indochine en 1938 et au Cameroun en 1944. Il y a donc des codes du travail qui concernent que les et qui ne sont pas le droit du travail métropolitain. Non, il y a des différences, mais c'est quand même largement aspiré. D'accord. Mais il y a quand même des différences.
Et il y a un point essentiel qu'on a oublié de dire, mais c'est que il y a un principe dans le droit colonial en général, pas seulement le droit social, c'est le principe de la spécialité législative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un texte qui est adopté en France métropolitaine, s'il est indiqué à la fin, et c'est souvent le cas, qu'il est transposable en Algérie et aux colonies, il faut un autre texte local pour que ce soit effectivement le cas. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, chaque territoire a son propre texte. C'est-à-dire, c'est surtout dans les années 20 que ça se passe, en Afrique, plutôt dans les années 30 en Asie, où le texte concernant l'AEF n'est pas le même que celui qu'il y a à Madagascar, et n'est pas le même que celui qu'il y a en Indochine, mais Marc a très bien montré les influences qu'il peut y avoir entre certains pays, notamment en Inde. On va chercher beaucoup de règles qui sont déjà dans le code de l'Indochine. Voilà. Et puis après, il y a le statut des personnes aussi, donc qui fait que, en Algérie, par exemple, il y a les statuts sont très différents selon les catégories des habitants. En Inde aussi, on peut imaginer. En Inde aussi, on peut imaginer. Non? Vas-y, Non, justement pas, et c'est ce qui fait que ce qu'on appelle le code du travail de l'Inde française, qui est donc je disais un décret de 1937, fait vraiment l'effet d'une sorte de code mal taillé, parce qu'on est venu, la méthode est quand même un peu toujours la même de partout, hein. On s'intéresse à un territoire, on arrive sous le bras avec le code métropolitain et on voit quels articles on peut changer en raison des résistances locales ou d'un certain nombre de particularisme ou de pseudo-particularisme, et on adopte au final un texte dont on se demande des fois à quoi il correspond dans les réalités locales. Et moi, j'ai pas vu d'exemple de réglementation du droit du travail colonial qui aurait été construite à partir d'une expertise des difficultés du travail local et de la volonté de construire une législation spécifique en partant de rien. On arrive toujours avec le code français sous le bras, et c'est ce qu'on fait en Inde française. Et c'est aussi lié à une question qui est importante, qui est celle de l'effectivité. Après, je pense qu'on y revienne peut-être un peu plus tard. C'était une des questions importante qui me paraît ouverte, même à la fin du livre. On reste avec une série de questions à cet égard, et je souhaiterais. Mais peut-être avant cela, on peut tout de même parler de ségrégation à certains égards en matière de. Le mot est pas vraiment, je pense. Oui. Disons que. Et jusque quand peut-on parler de ségrégation dans les Pour territoires? moi, le moment important, alors c'est discuté, Babacar Fall, par exemple, je suis pas trop d'accord avec lui, sur la conférence de Brazzaville, donc de 44, ouais, que j'ai cité tout à l'heure. Alors, Babacar, il dit, ils reconnaissent pas le droit syndical, la suppression du travail forcé, c'est dans 5 ans, enfin bon, c'est des mots, quoi. Oui, mais juste après la Deuxième Guerre mondiale, il y a quand même toute une série de textes, que j'ai rappelé tout à l'heure, reconnaissance du droit syndical, suppression du travail forcé, et puis création d'une véritable inspection du travail, parce que l'inspection du travail, c'est important aussi. C'est fondamental. Parce que l'inspection du travail, jusque la Deuxième Guerre mondiale, Florence Renucci l'a bien expliqué, c'est pas un corps, c'est pas comme en métropole, c'est pas un corps, c'est-à-dire c'est des administrateurs coloniaux qui font ce travail, mais sans avoir été formés pour l'exercer, et qui sont sous la dépendance de leur supérieur hiérarchique et des gouverneurs généraux en particulier. Donc la question de l'indépendance, elle se pose de manière à peu près systématique, et elle continuera à se poser même après la création du corps, après la Deuxième Guerre mondiale. Mais juste une petite précision par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, dans les années entre les deux guerres, chaque territoire a sa propre réglementation. À partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ça n'est plus vrai.
parce que la loi sur le travail forcé, elle s'applique à tous les territoires. La loi sur le droit syndical, pareil. Et il va même y avoir l'élaboration d'une loi. Je suis pas sûr qu'on en parle beaucoup dans le bouquin, mais c'est Moutet. On appelle ça la loi Moutet, c'est en 47, je crois. Moutet, c'est un ministre socialiste qui avait déjà été là en 36 avec Blum, et puis qui revient avec Blum encore en 46, et qui essaye d'élaborer un texte, cette fois-ci, pour répondre plus précisément à ta question, commun entre les indigènes et les Européens, mais bon, pour des raisons qui seraient assez compliquées, assez difficiles de dire ici, il faut attendre, ça passe pas, et donc il faut attendre le Code du travail des territoires d'outre-mer de 52 pour qu'il y ait la proclamation de l'égalité réelle entre les deux catégories de gens, même s'il y a des dispositions, notamment en matière de salaire, en matière de primes, etc., qui font que les différences perdurent, d'autant plus que ils n'exercent pas les mêmes fonctions. C'est-à-dire que les indigènes, je suis désolé, autochtones, on va dire, à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils exercent des métiers d'exécution. 80%, c'est des manœuvres. Tous les cadres sont des Européens. Donc, il y a une égalité de droit qui est marquée dans l'article 1er. En fait, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Et une petite précision justement sur l'aspect discriminatoire du droit. Jusqu'à l'adoption du Code du travail des territoires d'outre-mer, généralement, le droit social colonial est moins protecteur que le droit social métropolitain, même s'il y a quelques exceptions. Et notamment, effectivement, en Inde, c'est assez compliqué. On peut faire, alors c'est quelque part dans le bouquin, il y a une colonne qui résume les dispositions qui sont similaires à celles de la métropole. Il y a des dispositions qui sont moins protectrices, mais il y a aussi quelques sujets sur lesquels le législateur colonial, si on peut dire, a mis en place des règles plus protectrices qu'en métropole. Mais la discrimination, dans ce sens-là, elle est plus rare. Alors, toujours sur la discrimination, ce n'est pas qu'une idée, hein, ça se vérifie dans les faits. Au Maroc, alors Monsieur Lecros me parlait d'individus qui n'avaient pas les mêmes salaires. On parle de salaire, n'avaient pas les mêmes salaires parce qu'ils avaient des fonctions différentes. Mais au Maroc, un Européen et un Marocain qui font le même travail n'ont pas le même salaire. Un Marocain gagne 2 à 3 fois moins qu'un Européen pour le même travail. Les droits ne sont pas les mêmes. On est européen ou on est indigène, autochtone, marocain. On parle d'indigène hein, dans les archives, dans tous les rapports. Pas les mêmes droits, puisque lorsqu'il a été question des congés payés en 1937, ils sont accordés aux Européens bien évidemment, aux indigènes qui travaillent pour une entreprise européenne avec un patron européen, mais un indigène travaillant dans un atelier marocain ne bénéficiera pas des congés payés. Les ouvriers agricoles n'ont pas eu ce droit aux congés payés en même temps que les ouvriers des industries et du commerce, puisque on considérait que donc les ouvriers agricoles sont souvent marocains. Et ils n'ont pas le droit au congé payé parce que on considère qu'ils en prennent déjà beaucoup. Ils prennent des jours de congé pour religion, pour aller voir leur famille, voilà. Sinon sur la législation et la façon de l'élaborer au Maroc, le Maroc ne dépend pas du ministère des colonies, mais du ministère des Affaires étrangères. La législation est élaborée par des fonctionnaires vivant au Maroc, et elle est parfois on prend conseil auprès des patrons
mais là il y a de fortes réticences et ça met du temps. Les droits qui veulent être accordés, qui pourraient être accordés aux Marocains, ça prend du temps puisqu'il y a beaucoup de réticences. Même, alors, réticence de la part des patrons, mais aussi réticence de la part des fonctionnaires qui sont dans les régions, dans les localités. Merci beaucoup. J'ai des questions liées aux sources, parce que c'est vrai que quand on est juriste et qu'on pense au droit colonial, la première question qu'on se pose, c'est mais comment je vais accéder aux sources qui vont me permettre, bon, la doctrine, ça va tout de même, mais certainement la réglementation et celle dont on parle peut-être un peu moins ici, mais pour de bonnes raisons, c'est la jurisprudence. Hein. Alors, j'aurais voulu vous entendre peut-être, Marco Bodinki, notamment sur toute la question de l'exploitation des archives, mais aussi sur les tribunaux, qui normalement jouent un rôle fondamental, hein, les tribunaux du travail dans le respect du droit du travail. Est-ce qu'ils existent ? Est-ce qu'ils existent partout ? Et quand ils existent, est-ce qu'ils sont justement une de ces forces qui permet de faire progresser le droit? Ouais, je veux bien répondre, mais tu pointes là peut-être une des limites des investigations qu'on a faites. Je dirais que de manière plus générale, tout ce qui est la justice, qu'elle soit du travail ou pas, c'est assez compliqué. Je vois par exemple le fonds de l'AEF, l'Afrique équatoriale française. Bon, il était à... Donc l'Afrique équatoriale française, ça représente quand même toute une série de territoires. Il n'y a pas beaucoup de population, mais en superficie géographique, c'est quand même immense. Le fonds était à Brazzaville, il a été transféré à Paris, donc aux rue Oudinot, au ministère des colonies, dans les années après 68, là dans les années 70, et ensuite il a été à nouveau transféré aux Archives nationales d'outre-mer à Aix-en-Provence, parce que c'est quand même là qu'il y a l'essentiel des sources. Mais quand tu regardes, alors les protectorats, je l'ai dit, c'est ici, les protectorats et mandats, sauf, enfin le Cameroun et le Togo, c'est à Aix. Syrie, Liban, c'est ici. Et puis il y a évidemment les sources qui sont sur place. Par exemple, pour l'AOF, on va trouver évidemment beaucoup de choses aux Archives nationales d'outre-mer, parce que on va voir dans les fonds la direction des affaires politiques du ministère des colonies, la direction des affaires économiques, l'agence économique des territoires d'outre-mer, la direction du contrôle, etc. Mais il reste néanmoins tout ce qui est souvent, en tout cas pour l'AEF, on appelait ça les commandants, les cercles, on appelait ça les cercles. Bon, il y a des choses beaucoup au Sénégal, à Dakar, quoi. C'est à Dakar. Et donc, nous, on n'est pas allé à Dakar. Par contre, à La Réunion, on a une collègue qui a travaillé sur les archives de La Réunion. C'est un peu compliqué. Mais pour ce qui concerne la justice, je reviens à ce que je disais sur l'AEF. Le fonds travail et main-d'œuvre, il y a donc la partie travail et main-d'œuvre des archives de l'AEF, c'est 240 et quelques cartons. C'est énorme, c'est absolument énorme. Et oui, mais alors le problème, c'est que c'est mal classé, quoi. Ils ont fait, comment on appelle ça, un recollement, on dit, les archivistes, c'est-à-dire qu'on sait vaguement de quoi il est question, mais après, là, je suis en train de travailler sur une histoire je la raconte à chaque fois de Chinois qui vont travailler sur les chemins de fer Congo-Océan en Afrique en 1929. Il y a 9 cartons là-dessus, mais par exemple, c'est beaucoup des télégrammes. Donc, il y a beaucoup de télégrammes. Donc, le gouverneur général de l'AEF, Antonetti, il s'adresse au directeur des affaires politiques à Paris. Et puis, il y a comme ça les télégrammes, on va en trouver 2 dans un carton, et puis les 2 mêmes dans un autre, et puis les 2 mêmes encore dans un autre. Et alors, pour ce qui concerne la justice, c'est pire que tout. C'est vraiment pire que tout. Il y avait des juridictions du travail ? Alors,
il y avait des juridictions du travail, et en 1952, avec le Code du travail des territoires d'outre-mer, ils se sont posé la question. Et c'est une question qui est intéressante pour savoir s'il faut, la question de l'assimilation par les populations concernées du droit d'un droit de nature occidentale européen. Mais donc, pour répondre plus précisément à ta question, il y a le Code du travail des territoires d'outre-mer est très inspiré du Code métropolitain. On va trouver les mêmes choses à peu près en matière de relations collectives, en matière de relations individuelles, l'arbitrage, les conventions collectives, etc. Il y a deux différences principales. C'est il y a des délégués du personnel dans le Code du travail des territoires d'outre-mer, mais il n'y a pas de comité d'entreprise. Et puis par ailleurs, pour répondre là précisément à ta question, il n'y a pas de conseil des prud'hommes, mais il y a des tribunaux du travail où les membres ne sont pas élus, mais sont nommés. Mais voilà ce que je peux répondre. Mais s'il y avait une des prolongations, parce qu'il y aurait tellement de choses à faire encore, ça serait certainement d'approfondir cette question de la justice, je pense. Ouais. Moi, je voulais rajouter des choses sur les sources, des sources que je connais, qui sont effectivement principalement celles qui sont à Aix-en-Provence, aux Archives nationales d'outre-mer. Ces sources, pour le sujet qui nous concernait, elles étaient à la fois très volumineuses, extrêmement diversifiées, une liste très longue de fonds qui sont très très différents les uns des autres, et j'ai trouvé très difficile d'exploitation. Ce qu'on pourrait appeler des archives assez ingrates. Vous embrassez un volume considérable sans recueillir beaucoup d'informations qui vous sont utiles au regard de votre sujet ou de votre problématique. Et en tout cas, moi, ce qui m'a apparu évident dans ce que j'ai vu, c'est que ces archives, vous trouvez des éléments d'information intéressants sur à peu près tout, sauf sur l'application. Parce que la question de la jurisprudence, effectivement, si c'est un peu un point noir dans le livre, c'est aussi que dans nos archives, on n'avait pas grand-chose. Mais même sur la manière dont on rend compte sur le plan administratif de l'application, on a des documents, mais ces documents, ils sont en règle générale assez lapidaires et souvent contradictoires les uns avec les autres. Vous allez avoir une source qui vous dit non, mais vous inquiétez pas, l'interdiction du travail des femmes est très bien appliquée, puis vous avez un autre rapport qui vous dit non, c'est pas vrai. Et donc il y a des vraies lacunes de ce côté-là. Il y a quand même si je peux me permettre, il y a quand même des sources qui sont particulièrement intéressantes sur la question de l'application. C'est les archives de ce qu'on appelle la direction du contrôle. Donc la direction du contrôle, c'est, je dirais, peut-être une sorte d'inspection générale, quoi. Vous voyez, aujourd'hui. Et moi, j'ai retrouvé, par exemple, des choses, parce que comme on s'est réparti les territoires, l'Inde pour Marc, le Maroc pour Dominique. Moi, je me suis intéressé au Cameroun. Et il y a 2 rapports de contrôleurs donc parisiens qui passent 3 mois, 6 mois sur un sujet. Donc sur le sujet du travail, il y a un rapport en 1925 et il y en a un autre en 1939. Il y a 3 volumes. Il y a 3 volumes. Ça fait 200 pages. Et c'est sur, pas tout sur l'application, mais une bonne partie. Et c'est là où on voit, par exemple, moi je m'en sers très souvent, parce que ce monsieur qui s'appelle Tupinier, il va donc dans le nord du Cameroun, et il raconte de manière très très précise ce qu'il fait. Alors il va, comme on dit, nous, il va fouiller dans les tiroirs des bureaux, parce que en fait, en 36, 37, ils ont créé des offices du travail, et en fait, il y a des armoires dans les offices du travail, donc il va voir la liste des gens qui sont recrutés, donc il voit très bien que l'administration coloniale a besoin, les patrons ont besoin de main-d'œuvre, ils s'adressent aux administrateurs coloniaux, qui vont voir les chefs indigènes, qui leur attribuent de la main-d'œuvre forcée. Il dit, mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait que c'est du travail forcé. Donc, on apprend des choses comme ça quand même. Et j'imagine aussi, moi j'ai le souvenir que dans Belle du Seigneur, le fonctionnaire là, de la Société des Nations est chargé de vérifier la situation du travail au
Burundi, mais Rwanda, Burundi, là, Chez les Belges. Chez les Belges, et c'est un mandat, et donc il y a une obligation il y a une enquête. Et je crois qu'ils vont sur place aussi, qu'ils ont des délégués sur place qui rendent des rapports à la Société des Nations. Donc j'imagine qu'il doit y avoir aussi Albert Cohen. Oui, Ouais. tout à fait. D'accord. Des sources de ce type-là. Oui, j'ai trouvé. Pardon. Moi, sur l'application, la bonne application des lois ou la mauvaise application des lois, d'ailleurs, oui, je l'ai trouvé dans les rapports des inspecteurs qui, au tout début, il y en a pas. Il n'y a pas d'inspecteur. L'inspection du travail, c'est 27 au Maroc, mais avec 2 inspecteurs. Donc, les patrons peuvent faire ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, un inspecteur dira, je ne sais plus dans quel rapport, que les indigènes ne se sentent pas, les patrons indigènes, parce que avec le temps, les lois applicables aux Européens s'appliquent aussi aux patrons marocains, et certains patrons marocains ne les appliquent pas. Un patron marocain dira moi, j'ai jamais accordé de congés payés à mes ouvriers, et je fais ce que je veux. Alors ça c'est vraiment intéressant parce que ça m'amène à ma dernière question, puis on va laisser le public poser toutes les nombreuses questions que soulève tout ce travail, certainement, mais qui est la question de l'effectivité de ce droit, justement, qui reste peut-être aussi on sent que c'est une des pistes vers lesquelles pourraient se diriger des études futures, parce qu'on se dit, mais voilà, on a un droit bureaucratique qui arrive dans un territoire et totalement inspiré d'une situation qui n'a rien à voir avec la situation et avec les coutumes et avec les traditions sur place. On peut imaginer que c'est ce qu'on appelle le pluralisme des normes, hein, c'est-à-dire on a des normes sociales, des normes juridiques qui se contredisent, qui ne sont pas en phase, qui ne sont pas ancrées. Le droit n'a pas été élaboré par les forces en présence, donc il n'est pas, on ne s'en imprègne pas. Et on peut imaginer qu'en grande partie, et vous venez de me le confirmer, il ne s'applique pas non plus quand il veut protéger les travailleurs à tout le moins. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer de mieux aborder ça? Est-ce que justement une ouverture interdisciplinaire, peut-être avec des anthropologues ou d'autres, ne serait pas une manière de poursuivre aussi, outre parce qu'il y a la question de l'application par les cours et tribunaux, bien sûr, par les inspections nationales, internationales, puis il y a la question d'une approche réellement anthropologique qui permette de mieux cerner ce qui se passait réellement sur le terrain, quoi. Tu me laisses répondre, Marc? Oui, effectivement, l'effectivité est un énorme sujet. Parce que on a parlé du travail forcé, on a dit très peu de choses sur le travail libre, parce qu'il y a des décrets, des circulaires, qui concernent le travail des enfants, le travail des femmes, le travail de nuit, le salaire, le contrat de travail. Ça existe progressivement à partir, je l'ai dit, de la Première Guerre mondiale. Bon, pour mettre ça en œuvre, il n'y a pas des instruments. Il n'y a pas de véritable inspection du travail. Il n'y a pas de syndicat. Alors, le cas du Maroc est un peu particulier, mais en réalité, le droit syndical n'a été reconnu, sauf un petit peu au Sénégal à partir du Front populaire, mais sinon, il n'est reconnu que après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il n'y a pas les instruments pour le mettre en œuvre. Et même, il y a des réticences du côté même des indigènes. Le contrat de travail, il y a énormément de documents qui montrent que il est un peu suspect, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la frontière entre le travail libre et le travail forcé est absolument pas nette, Et puis le contrat de travail, c'est des rythmes, c'est des contraintes que beaucoup ne souhaitent pas avoir. Bon, et donc cette question-là, elle est véritablement centrale, et elle se pose beaucoup à partir de la Deuxième Guerre mondiale, avec une alternative qui est l'assimilation, c'est-à-dire il y a ceux qui défendent l'idée que
le droit d'origine occidentale a une valeur universelle et on peut l'adapter au territoire et aux populations locales. Ce sera le Code du travail d'outre-mer, outre les deux cas que j'ai dit, c'est un peu ça, quoi. Cette idée-là qui est dominante. Et puis, il y a d'autres gens qui disent, non, il faut tenir compte des coutumes, il faut tenir compte des modes de vie des gens, de leur rapport au travail, de leur rapport à la terre, de leur rapport au salaire, qui sont différents. Et donc, dans cette catégorie, on va trouver toute une série de gens au Parlement, mais c'est aussi des arguments qui sont employés par le patronat colonial. Le patronat colonial est contre l'universalisme du droit du travail. Hein. Et il y a ce débat politique, il se double d'un débat plus académique, on pourrait dire, enfin plus universitaire, encore que c'était pas des universitaires, à peu près au moment de la promulgation du Code du travail d'outre-mer, dans la Revue internationale du travail, donc la revue de l'OIT, on trouve des papiers de missionnaires. Donc il y a un Belge, par exemple, qui s'appelle le révérend père Charles, et il y a une missionnaire française, juriste, qui s'appelle Marie-Andrée du Sacré-Cœur. Je suis allée les rechercher sur tes bons. Et qui ont des points de vue... j'ai fait travailler Anthony, le responsable de la qui ont des points de vue un peu... pas similaires, quoi. C'est-à-dire que on sent bien qu'il y en a une, Marie-Andrée du Sacré-Cœur, qui est beaucoup allée au Cameroun, qui a un point de vue... ça pourrait être contesté, parce qu'elle est quand même... Mais quand on la lit, elle défend quand même les femmes. Hein. C'est un point presque féministe, quoi. Et donc, elle défend pas la coutume, même si elle dit, à un moment, il faut quand même s'inspirer des coutumes et tout, mais elle dit, elles sont quand même très défavorables aux femmes dans la répartition du travail. Elle lie la question du travail à la question de la famille et de la polygamie, bien évidemment, parce que les femmes étant souvent d'abord des travailleuses en réalité, et puis Charles, lui, il est plutôt ils sont tous les deux un peu anthropologues. Lui, il est anthropologue, il se définit comme tel. Elle est juriste, mais elle fait quand même un peu d'anthropologie. Et lui, il est plutôt comme des gens comme Félix Eboué, par exemple, le gouverneur général de l'AEF, qui est d'origine martiniquaise. Ils disent qu'on ne peut pas imposer comme ça des manières de faire, de voir le monde à des populations qui sont pas prêtes. En gros, c'est ce qu'il dit. Et il prend un exemple, c'est le syndicat. Donc, le révérend père Charles, il dit, en Occident, vous avez des syndicats parce que il y a la lutte des classes, quoi. Il y a l'opposition sur le partage de la valeur ajoutée, du profit. C'est pas lui qui parle comme ça, c'est plutôt Karl Marx, mais c'est ça qu'il veut dire. Et il dit, mais en Afrique, c'est pas comme ça que ça se passe. Il dit, en Afrique, le patron, c'est pas un adversaire, c'est un père. Vous voyez ? Donc, cette discussion-là, on peut la retrouver jusqu'à aujourd'hui, hein, je pense à la question, à l'OIT, il se pose beaucoup ce genre de questions quand même. C'est-à-dire, est-ce que nos normes occidentales ont de la valeur dans des pays où le travail informel représente la grande majorité des activités des gens. Bon, voilà, ce genre de discussion qui est même, je pense, il y a un peu à l'origine de l'Institut d'études avancées, ce genre de choses. Parce que je me souviens très bien d'Alain Supiot, avant la création de l'Institut d'études avancées, il avait fait un colloque sur les sciences sociales en Afrique. Et c'est là qu'il avait eu l'idée de bâtir des institutions, enfin en tout cas une institution, qui pourrait essayer de traiter ce genre de questions sur lesquelles il y a encore évidemment beaucoup à faire. Et ce bouquin, c'est un premier pas, un pas fondamental, vraiment important, et qui je pense, oui.
Oui, vous disiez sur l'application du droit dans les anciennes colonies, dans les colonies. Alors là, il y a un projet soumis à l'Agence nationale de la recherche. On attend la réponse et en fait, là, on va s'attacher à l'application du droit au Maroc et donc de 1910 à 2010. Et là, il y a, c'est un groupe, on est 13 ou 14, des historiens bien évidemment, des économistes, des sociologues, politistes. Et on est deux juristes. Vous ferez partie d'un comité, je l'ai vu. Alors, juriste française qui ne lit pas l'arabe et un juriste marocain. Il a été inspecteur divisionnaire du travail. Il est actuellement professeur à Tanger et il collabore beaucoup avec l'OIT, avec la Communauté européenne sur le travail dissimulé. Enfin, bon, il est... Ouais, il y a des choses qui se font. On va peut-être... Je propose qu'on s'arrête là pour ouvrir aux questions. Je voulais juste, à titre personnel, tout à fait personnel, dire, et comme belge aussi, dire tout l'intérêt que j'ai eu pour cet ouvrage, parce qu'en fait, en Belgique, l'enjeu, c'est un enjeu évidemment historique très important. Avec toute la période de Léopold Ier, du passage de Léopold Ier, au moment où il a cédé les colonies à la Belgique, c'était d'abord sa propriété privée, puis il a cédé à la Belgique, et oui, ça reste largement et volontairement non étudié et sous le boisseau. Et donc aujourd'hui, il y a plusieurs juristes, dont mon collègue à l'UC-Louvain, Philippe Dorsemont, un collègue flamand aussi, et moi-même qui essayons de tout doucement de démarrer une étude du droit social des colonies belges. Et c'est vrai que cet ouvrage a aussi une valeur exemplaire pour, j'imagine, pour l'histoire du droit social dans d'autres pays coloniaux. Voilà. Alors, je voudrais passer la parole au public et demander s'il y a des questions. Je vois que Julia Tori, qui est une fellow de l'IEA cette année, a une question. On t'écoute, Julia. Bonjour, et puis merci beaucoup pour cette passionnante conversation. J'avoue que je n'ai pas encore ouvert le livre et il faut que je m'en procure une copie. J'ai une question sur j'ai vu à travers la discussion le nombre ou la taille des forces qui militent contre un changement de la situation. Il y a beaucoup d'enjeux économiques et j'ai vu moi-même dans les archives un petit peu à Aix que un entrepreneur, par exemple, c'est dans son intérêt absolument de dénombrer combien de travailleurs dits indigènes il lui faut, parce que c'est beaucoup moins cher finalement, et donc il essaye de mettre autant que possible parce que ça va lui coûter moins cher. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles on ne changerait pas la loi du travail. Et je me posais la question, quelle est l'opinion publique en France par rapport à ces questions? Peut-être que ça va au-delà de ce que vous avez étudié, mais aussi depuis ou à partir de ce que Jean-Pierre Lecrom a dit par rapport à la nonne et puis les missionnaires plus généralement, le père et puis la nonne, j'ai vu un petit peu quelle est l'opinion des Européens dans les colonies, mais j'aimerais en savoir plus. Je veux bien dire un mot là-dessus. Moi, le sentiment que j'ai eu, parce que dans la partie que j'ai traitée sur la genèse, il y avait évidemment de chercher à comprendre les processus d'écriture. Savoir qui tient la plume, qui fait des suggestions, est-ce qu'on les retient, est-ce qu'on les retient pas, comment tout cela marche. Mais il y avait aussi effectivement d'essayer de comprendre un peu la dynamique de la réforme sociale dans les colonies. Et moi, le sentiment que j'ai eu, c'est que c'était un sujet sur lequel finalement la législation elle a évolué un peu en même temps
pas trop en avance et pas trop en retard que l'évolution générale des mentalités sur ces questions-là. Ce sont pas des thématiques sur lesquelles on a, par exemple, des changements de comportement très importants au moment où on a un remaniement ministériel. On voit par exemple que le Front populaire va tenir à transposer dans les colonies les avancées sociales de la métropole, mais la politique coloniale qui est menée par Marius Moutel ressemble un peu à celle des gouvernements précédents. Et au fond, on a une évolution des mentalités qui est assez lente, mais durant laquelle l'opinion, alors à part évidemment des forces de résistance comme le patronat, se convertit un peu progressivement à l'idée qu'il faut apporter aux colonies une certaine forme de protection sociale. Et je dirais que c'est entre les années 20 et les années 30 que ça se joue. Il y a des ouvrages d'Albert Sarraut, par exemple, qui sur ces questions-là expriment des positions qui vont devenir ensuite un peu les positions majoritaires. Mais je disais qu'au fond, la force qui fait que les choses se sont débloquées, c'est tout simplement que les mentalités, de manière assez générale, ont évolué. Et il n'y a pas, encore une fois, de clivage politique très marqué quand on a un changement gouvernemental ou c'est même d'ailleurs assez amusant. D'ailleurs, quand on s'intéresse à la législation bureaucratique, c'est souvent le cas, mais vous avez des textes qui sont identifiés comme étant, par exemple, un texte du Front populaire. On se rend compte que ça avait été lancé par le gouvernement d'avant et qu'on a simplement, avec des changements de gouvernement assez fréquents, eu un moment où le texte est signé qui correspond pas du tout à celui qu'il a initié. Donc il y a ça, et il y a aussi, alors, ce que je dis là est un peu différent, mais en même temps ça a un lien. C'est très intéressant quand vous ouvrez justement les tiroirs de l'administration et que vous regardez comment les textes sont écrits. Il y a très peu d'intervention du cabinet. Vous avez les directions de l'administration centrale du ministère des colonies qui échangent des points de vue, et on a l'impression que le cabinet du ministre n'intervient jamais. Il arrive par exemple sous le Front populaire qui donne des instructions très générales, mais il va pas tenir la plume et vérifier dans les détails ce qu'on fait, jusqu'où on va. Donc moi je dirais que voilà, ça s'est fait parce que les mentalités, de manière assez générale, ont évolué. Je reviens avec une petite commentaire. Je me pose la question si ce n'est pas aussi en partie... je sais que dans les mandats, il y a le souci de faire mieux que les Allemands. Qu'on avait l'idée que l'Allemagne avait maltraité ses colonies. C'est une idée qui est très importante. Après la Première Guerre mondiale, on enlève les colonies de l'Allemagne et on veut se montrer meilleur. Et je me demande si dans les travaux de Sarraut, par exemple, c'est reflété ou ailleurs. Oui, je pense que les choses changent là-dessus, effectivement, après la guerre. Je veux bien dire un mot là-dessus, parce que sur l'opinion publique, c'est difficile d'avoir une vision assez nette, mais par exemple, si on prend les partis politiques, et en particulier ceux de gauche, ils étaient de manière plus générale sur la colonisation, ils étaient divisés, on le sait, hein, le Parti communiste était contre, les radicaux étaient plutôt pour, et puis au Parti socialiste, il y a un vieil article qui, dans la revue française de sciences politiques en parle, les socialistes étaient divisés, même Blum, quand on regarde un peu les textes de Blum sur la colonisation, il y a l'idée de Jules Ferry d'apporter la civilisation, les lumières aux ténèbres, quoi. Enfin, c'est quand même un peu derrière, hein. Il y a donc voilà. Après, il y a l'opinion publique. Il y a quand même je suis d'accord avec Marc, c'est-à-dire que c'est lent, quoi. C'est vraiment très lent. Mais il y a quand même des choses qui marquent. Par exemple, le chemin de fer Congo-Océan, là, sur lequel je travaille un peu actuellement, il y a eu quand même, entre 1921 et 1934, il y a eu 15 000 morts. 15 000 morts. Donc, c'est pas passé inaperçu. Le Parti communiste, par exemple, à la Chambre, ils avaient quand même quelques dizaines de députés et ils insistaient beaucoup sur ces questions. Des écrivains comme André Gide, prix Nobel, il en parle dans Voyage au Congo. Alors moi, j'aime pas trop la manière dont il en parle. C'est un peu exotique, je trouve. Mais comment il s'appelle, Albert Londres, qui a donné son nom au prix bien connu. Terre d'ébène. Il en parle aussi. Donc ça, évidemment, toute la population française ne lit pas Gide et comment... je fatigue. Albert Londres. Mais on peut imaginer que ça diffuse doucement, quoi. Un peu comme ce qu'on fait nous.
ça diffuse très 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 doucement les travaux qu'on fait, mais au bout du compte, c'est quand même pris en compte. Enfin, j'espère. Une petite question. Kazumichi Hashimoto. Est-ce qu'il y avait des grèves dans les colonies? Des grèves dans les colonies? Grève. Oui, il y Grève. a eu des mouvements de grève et qui ont quand même à plusieurs endroits, moi je pense effectivement à l'Inde parce que je connais mieux, mais Jean-Pierre a d'autres exemples, permis des avancées. Hein. Oui. Alors, elles ont pu jouer un rôle. Avant, à partir de la deuxième, tu sais, Kazou, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, les choses changent, quoi. C'est-à-dire que il y a les syndicats, la reconnaissance du droit syndical, pour moi, est vachement importante parce que il se crée notamment des élites, des gens comme Houphouët-Boigny ou des Sékou Touré, des gens comme ça. C'est des gens qui viennent du syndicalisme et ils vont. Bon, alors pour répondre à ta question sur les grèves, des grèves, il y en a. Donc après la Deuxième Guerre mondiale, il y en a un certain nombre. Il y en a moins avant la Deuxième Guerre mondiale, mais elles sont surtout concentrées dans des secteurs comme les chemins de fer, les ports et docks, les transports, quoi. Voilà, il y a un livre d'un... quelle nationalité il est? C'est un Sénégalais. Les petits bouts de Dieu, je crois que ça s'appelle comme ça, qui raconte, c'est un roman qui est très bien, une grève qui sur le tracé du chemin de fer, pas sur le tracé, sur le chemin de fer qui va de Dakar à Thiès, et qui ensuite va vers le Mali. Là, il y a ce roman. Je n'ai pas trouvé de document synthétique général sur les grèves en Afrique, par exemple, contrairement à ce que j'ai pu trouver sur les syndicats. Il y a, par exemple, des mémoires. C'est souvent intéressant. Je sais pas, Julia, si tu connais cette source, mais c'est les mémoires des gens qui font l'école d'outre-mer. Et souvent, on va trouver des choses vraiment intéressantes là-dedans. Donc voilà, les grèves, très peu dans certains secteurs particuliers, surtout avant la Deuxième Guerre mondiale, un peu plus après. Merci. Alina Coucou, qui est aussi une de nos fellows cette année, qui est anthropologue du travail. I'll ask my question in English. Sorry, my spoken French is not great. I have a comment and a question, and my comment is that I really need to read your book because I appreciated a lot in the comments and in your responses to Pascal the fact that the comparative study you undertook seemed to allow you to problematize a lot what the state is, what labor is, and what capital is. So there is a deep historicizing of the three terms that cannot be taken for granted in this. They can never be taken for granted, but in your case, I think it's very striking. So I appreciated this a lot. My question is related to something you mentioned about this being a very technocratic kind of law and legal system, and I've been thinking that from my own work and from my experience, technocracies actually come a lot with technocrats. And whenever you implement something and whenever you have these processes of legal transformation and institutional transformation, you also have the emergence of a certain strata that are invested in these changes as a technocratic category. And it's an open question. I realize your work still has to go on, but are there seeds for a sociology of expertise or for a sociology of professions, of legal professions and in the colonies? Alors j'ai parfaitement compris votre question, mais moi je suis incapable de vous répondre en anglais, donc
Quand je parle d'un droit bureaucratique, il faut quand même ajouter quelque chose, c'est que c'est un droit bureaucratique fait par des mauvais bureaucrates. Parce que dans la plupart des textes, alors il faut distinguer selon les colonies, les périodes, mais il y a quand même beaucoup de textes qui sont rédigés par les services du ministère des colonies en s'appuyant sur des propositions des gouverneurs. Donc les gouverneurs, en termes de qualité d'expertise technique et juridique, c'est souvent assez limité. Et le ministère des colonies, pour toute la période qui va au moins jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, est quand même très mal organisé. Moi, j'ai pu comparer avec un système bureaucratique dans lequel les choses étaient confiées à des gens qui avaient une expérience des questions législatives plus marquées, puisque j'avais travaillé effectivement sur le régime de Vichy. Et sous le régime de Vichy, c'est la direction des affaires criminelles et des grâces qui rédige les textes en consultant les autres ministères. Et là, il y a une sorte de méthodologie et de rigueur qu'on ne retrouve pas du tout au ministère des colonies et qui peut aussi, alors c'est en vous en parlant que j'y pense, mais peut-être être un facteur de retard dans l'évolution de la réglementation, parce qu'il y a une telle désorganisation au ministère des colonies que tout est très compliqué. Ils sont incapables d'organiser les consultations internes des différents services, ils en oublient certains. Même le recueil des contreseins ministériels, qui est quand même très important quand vous avez un droit d'origine décrétale, il faut que vous demandiez aux autres ministères concernés ce qu'ils en pensent. Eh ben, il n'y a aucune méthode. C'est que de temps en temps, ils consultent un ministère, de temps en temps, ils le consultent pas, de temps en temps, ils en consultent un autre. De temps en temps, on a l'impression qu'ils veulent contourner le ministère du Travail parce qu'ils disent le ministère du Travail nous enguirlande à chaque fois qu'on les saisit d'un projet de texte. Et il y a dans les archives un document qui est tordant, qui est une lettre du ministère des Travail sur un projet qui date de Daladier et qui voulait mettre justement en place en Inde française un premier code du travail. Le projet va finir par s'écrouler parce que tout le travail qui a été réalisé au ministère des colonies est à jeter à la poubelle. Je crois que sur 200 articles, il y en a 70 qui sont à réécrire. Et le ministère du Travail écrit au ministère de colonies que ça serait bien avant de travailler d'acheter des codes à jour. Parce qu'apparemment, ils ont travaillé sur des textes périmés. Donc quand vous parlez de l'émergence d'une bureaucratie et de bureaucrates, là on avait quand même des bureaucrates qui étaient considérés comme médiocres et unanimement médiocres. Je ne sais pas si ça répond. Ok. Je propose, s'il n'y a plus de questions, qu'on arrête la conversation ici. Alors, je voudrais remercier vraiment de tout cœur l'équipe de l'IEA qui a permis d'organiser ce jeudi. Je pense à Soledad Autonne, Mathieu Forlodou, Anthony Clavier de la bibliothèque et Dimitri Bastard à la technique, voilà, qui a permis aussi de filmer, de retransmettre cet échange. Je voudrais remercier la librairie Vent d'Ouest qui est notre partenaire et qui pour ceux d'entre vous que ça intéresse, qui a encore des ouvrages, je crois qu'il y a encore quelques ouvrages à l'entrée. Et puis pour les personnes qui nous regardent et qui sont sur le territoire nantais, elles trouveront donc le livre en vente à la librairie Vent d'Ouest. Je voudrais remercier très fortement nos invités, nos trois invités pour cet échange vraiment stimulant et leur souhaiter le meilleur pour la suite de leur recherche. On espère vraiment que vous allez pouvoir continuer parce qu'on sent qu'il y a encore temps à découvrir. Et puis, vous annoncez que le prochain jeudi, je vais lire, excusez-moi, mais aura lieu le 28 avril. On aura l'honneur le privilège d'accueillir Alan Forrest, un grand historien, pour nous présenter son dernier ouvrage, qui tourne autour de trois, je vais pas vous le lire en anglais, mais vous dire qu'il tourne autour de trois thèmes principaux, le rôle conjugué de la Révolution, la guerre et le mouvement anti-esclavagiste sur le déclin des ports atlantiques à la fin du XVIIIe, l'évolution de l'historiographie de part et d'autre de l'Atlantique et la mémoire contemporaine à Nantes et à Bordeaux. Je pense que c'est une rencontre qui sera aussi très prometteuse. Et c'est le 28 avril. Si vous n'êtes pas sur place comme celle-ci, vous pourrez la suivre sur notre site en ligne. Voilà, et je remercie tout le monde. Ah, j'ai oublié notre traducteur. Voilà, notre traducteur vers l'anglais. Un grand merci à tous et à une prochaine fois. Au revoir.